Nous allons commencer cette table ronde sur le thème des corbeaux, et, enfin le titre des corbeaux, et plus précisément le thème du harcèlement, de la désinformation et de ces outils de propagation. Bien évidemment, on pense tout de suite aux réseaux sociaux et à Internet d'une manière générale, qui ont sans nul doute malheureusement permis une démultiplication du phénomène. Alors, pour traiter de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir nos invités. Et donc, je commence par Sylvie Bérard, qui est une universitaire, écrivaine de science-fiction, traductrice, docteur en sémiologie, et qui enseigne depuis quelques années la littérature québécoise à Ontario. Son plus récent roman est La frugalité du temps, qui est sorti aux éditions à lire en 2023. Ensuite, nous accueillons Léo Henry, écrivain, très actif, beaucoup de nouvelles, beaucoup de romans, des bandes dessinées, des fictions en ligne, des scénarios de jeux vidéo, du théâtre, du feuilleton, des fictions sonores. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, c'est déjà très bien. Et ensuite, nous accueillons Michèle Astrude, une romancière, enseignante, professeure agrégée de génie civil en poste à Rennes. Démarrons cette table ronde par la question, j'allais dire presque la plus évidente. La propagation de la haine, la propagation de la désinformation, je disais à l'instant, est accélérée par les réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'on peut dire, d'après vous, que les réseaux sociaux sont faits pour ça, si je puis dire, ou est-ce que c'est une erreur malheureuse qui a amené à cette situation, ou est-ce que par essence, les réseaux sociaux permettent cette propagation? Ben, je vous en prie. Oui, ben disons, la haine n'a pas attendu les réseaux sociaux pour se propager déjà. Les réseaux sociaux sont une forme d'expression contemporaine, mais bon, si on regarde dans le passé, il y avait d'autres canaux pour la haine. Je réfléchissais au sujet, puis je me disais, est-ce que la science-fiction avait tant prévu les réseaux sociaux? Déjà, pas vraiment, en fait, avant que les réseaux sociaux existent. Et je crois pas que la science-fiction avait prévu cette haine-là. Oui, c'est ça. Donc, on voit à l'époque contemporaine vraiment beaucoup de haine sur les réseaux sociaux. Et un des facteurs que je verrais de ça, c'est les modèles. Hein. Et je vais me permettre de parler de mon plus récent roman parce que, justement, je me suis demandé qu'est-ce qui faisait qu'on était dans un climat aussi tendu socialement. Et ma réponse, peut-être facile ou peut-être évidente ou peut-être la bonne réponse, a été très vite Donald Trump. Et pas qu'il y avait de la haine avant Donald Trump, c'est pas ce que je veux dire, mais quand on a des modèles tels que, et c'est probablement pas le seul, mais tels que Donald Trump ou d'autres dirigeants, des gens qui se permettent publiquement d'être bullies de leurs propres concitoyens et concitoyennes, de rire, par exemple, d'une personne handicapée en plein discours officiel. Ben, on ouvre les vannes, on ouvre. Il y a plus rien d'interdit à ce moment-là. Et c'est pourquoi dans mon roman j'ai fait l'exercice. Et là, je vous vends un punch complet de mon roman, mais c'est pas grave. J'imagine qu'il y a d'autres intérêts. Mais j'ai imaginé un roman où on avait l'impression qu'on était dans notre propre présent, mais où on se rend compte à un moment donné qu'on est en fait plus dans une version légèrement utopique, où Donald Trump n'a pas été élu et où d'autres contradictions n'existent pas, d'autres tensions n'existent pas. Et bon, c'est sûr que je dis que c'est les porteurs de tous les vices. Comme je disais, c'est pas le seul, mais je pense que c'est une question de modèle. Je résumerais ça. Quand des personnes qui servent un peu
de figures d'émulation sont elles-mêmes en train de s'injurier sur la place publique, bien, il n'est pas étonnant que dans l'espace semi-privé des réseaux sociaux, semi-privé parce qu'il n'y a rien de privé dans les réseaux sociaux, mais les gens s'imaginent étant dans leur salon en train au lieu de gueuler après la télévision, ils sont en train de gueuler dans les réseaux sociaux et d'injurier quelqu'un. Dès le moment où on a des modèles comme ça, c'est comme si ça nous donnait, je dis nous, j'espère pas à moi, mais c'est comme si ça donnait la permission de continuer à propager cette haine-là. En tout cas, c'est ma première hypothèse. Avant de donner la parole à Léo, je voulais rebondir là une seconde sur ce que vous venez de dire. J'ai cherché effectivement des romans de science-fiction qui auraient mis en scène les réseaux sociaux d'une part et évidemment leurs conséquences que nous sommes en train d'étudier. Et en effet, j'en ai pas trouvé. Alors, quand sera venu le temps des questions, peut-être que quelqu'un dans la salle aura un nom en tête. Mais du coup, votre roman est très intéressant parce que ça touche une problématique qui a été, en effet, fort peu traitée. Et juste sur Donald Trump, peut-être si on n'a pas trouvé de roman sur ce point-là, c'est que nous sommes en plein roman de science-fiction. Donald Trump, c'est quand même Biff Tannen de Retour vers le futur 2. Nous sommes dans la mauvaise timeline, je le pense sincèrement. Ceci étant dit, donc Léo... je suis ultra d'accord. Donc c'est bien, ça va faire de la polémique quand même assez violente. En fait, je pense qu'il y a plusieurs strates dans cette question. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, pour moi, c'est quand même une émanation d'une invention précédente, qui est Internet, et que c'est une surcouche qui s'est fabriquée, qui d'abord s'est bricolée avec les usagères et usagers d'Internet, et qui ensuite sont devenues des plateformes propriétaires, et puis ensuite des plateformes propriétaires hégémoniques, qui fait qu'on a l'impression que c'est comme ça qu'on fonctionne en ligne, mais en fait, donc déjà, il y a des réseaux sociaux qui sont pas propriétaires, qui fonctionnent pas du tout comme ça et qui ne génèrent pas de façon systématique ce genre de comportement. Et ensuite, je suis absolument d'accord que les comportements que les gens adoptent en ligne sont en réalité un continuum. Il n'y a pas de disjonction en fait entre la vie en ligne et la vraie vie. En fait, c'est juste que la façon de médiatiser les relations entre les gens est différente, mais et je suis absolument persuadé que le rapport à l'agressivité, au langage, à l'accessibilité aux gens et au fait de se sentir libre d'insulter des gens qui soient célèbres ou qui soient des kidams, c'est vraiment un continuum en fait. Enfin, oui, et Trump c'est un exemple, mais on en a quand même vraiment beaucoup d'autres de gens qui sont en responsabilité ou qui ont une parole publique et qui font juste n'importe quoi avec, donc genre n'importe quoi en connaissance de cause ou n'importe quoi par, je sais pas, par bêtise ou par... Donc on est aussi dans un cadre socioculturel qui fait que, enfin je veux dire, c'est pas étonnant que Jean-Michel Twitter il fasse la même chose que ce que fait notre président de la République, ou je sais pas comment dire quoi, de dire des mensonges éhontés et juste de pas assumer ce que ça implique de parler en fait. Oui, qu'en pensez-vous ? Moi, je vais me placer en tant que Candide, en tant que simple utilisateur des réseaux sociaux. Ce qu'il faut voir, c'est que ça a complètement transformé notre vie. Je pense que ça a peut-être même transformé notre cerveau, notre connexion neurologique. Parce que, en tant qu'auteur de science-fiction, c'est comme si on avait finalement un don supplémentaire. On a la capacité de communiquer presque par télécommunication. Enfin, quand on essaye d'écrire des romans dans le passé, pas dans un passé très lointain, mais moi j'avais essayé d'écrire un roman sur les années 50, c'est compliqué de se remettre dans la tête, de pas avoir le téléphone portable. Enfin bon, donc ce qu'il faut voir, moi je veux pas être bisounours, mais ça apporte quand même une qualité de vie à des jeunes qui sont isolés, des gens qui sont isolés, on a une vision globale, quoi. Après, effectivement, comme c'est un surpouvoir, ça va donner peut-être la sensation à des gens de mal l'utiliser. Et je pense aussi que les réseaux sociaux sont mal utilisés dans les démocraties. Donc voilà, je veux pas les défendre, mais c'est quand même un très bel outil. Mais il faut absolument peut-être le surveiller, le régler, quoi, le régulariser. Pour rebondir sur ce que vous dites, il y a... moi, ce qui m'a toujours marqué, c'est que, de ce que j'en ai compris, Facebook, notamment, qui est quand même, bon, peut-être un peu moins maintenant, mais qui a longtemps été le réseau social le plus important, a quand même été créé pour noter
des filles sur le campus. Ce qui est pour moi déjà dénote une approche de cet outil pas formidable. Et ensuite, c'est devenu bien autre chose, mais il y a comme une espèce de verre dans le fruit. Et on parle évidemment de Donald Trump pour ses outrances, mais la question intéressante là-dessous, c'est est-ce qu'il est le produit de son époque ou est-ce qu'il produit son époque? Parce que c'est vrai qu'il a malheureusement eu beaucoup trop d'importance. Mais que pensez-vous de ça? Et vous qui avez une approche entre guillemets nord-américaine, si je puis dire, est-ce que Donald Trump, vous le voyez comme voilà, le produit de ça? C'est-à-dire que grâce aux réseaux sociaux, ça lui permet de faire des choses qu'il aurait pu moins facilement faire avant? Ou est-ce qu'il a décomplexé? Est-ce que le mal était déjà là ou est-ce qu'il est l'auteur du mal? C'est une bonne question. Je pense qu'il a décomplexé parce qu'il ne se vit pas uniquement sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'on peut se demander s'il n'y a pas certaines figures politiques contemporaines qui naissent d'une certaine manière, qui se développent sur les réseaux sociaux, qui ont une tribune sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont parfois un univers parallèle en soi aussi. Parfois, c'est bien aussi d'en sortir des réseaux sociaux et de se dire, ah, mais dans la vraie vie, les gens sont quand même du bon. Quand on va sur les réseaux sociaux, on a l'impression que tout le monde est assez salaud, mais quand on en sort, on se rend compte. Puis même, je sais qu'il y a eu des expériences de personnes qui se sont fait attaquer sur les réseaux sociaux, qui choisissent de répondre à leur boulet sur les réseaux sociaux. Et soudain, la personne, quand elle est en véritable communication interpersonnelle et non pas sur la tribune publique semi-anonyme des réseaux sociaux, soudain, elle a une personnalité différente. Soudain, quand on s'adresse à la personne, plutôt qu'à l'avatar, disons, je sais pas, au profil, on peut avoir une communication différente. Alors, c'est ça, les réseaux sociaux servent à la fois à construire des personnalités publiques, puis à les cacher aussi, à se cacher sous une étiquette, sous un nom d'usager ou d'usagère. Alors, je sais pas. C'est sûr que, comme je disais tout à l'heure, je pense pas que les réseaux sociaux ont fait naître la haine, mais ils lui ont vraiment, vraiment donné un canal, en tout cas. Michel, vous qui êtes enseignante, si on passe sur le côté, puisqu'on a un peu les deux thèmes, haine et désinformation, au niveau justement de cet outil, comme propagateur de désinformation, vous avez une... Non, en tant qu'enseignante, moi j'interviens auprès de jeunes adultes, donc je suis en BTS. J'avouerai que là-dessus, je peux pas trop répondre. Comme je suis dans des matières scientifiques, j'essaye de... Après, oui, il y a eu des soucis, comme partout dans mon lycée, de films qui ont été mis. Oui, bien sûr, c'est évident. Oui, mais... Après, je voulais revenir sur Donald Trump. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que derrière lui, il y a un pouvoir immense, il y a des sociétés, il y a l'État russe. Après, je ne suis pas spécialiste de cette affaire-là, mais j'en ai entendu parler dans les médias. Donc c'est comme un cas particulier, puisqu'il y a un pouvoir économique derrière lui. Ce n'est pas l'utilisateur lambda qui va lancer des fake news comme ça pour démolir son voisin. C'est quelque chose d'énorme, me semble-t-il. Oui. Comme, oui. Léo, oui. Non, question justement, je rebondis là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas une économie justement de la haine et de la désinformation? Est-ce que ces sociétés finalement ne font pas beaucoup d'argent avec ça et par conséquent formellement prétendent s'offusquer de ce qui se passe, mais en définitive ils trouvent leur compte et même s'y complaisent? Oui, ça m'a l'air d'être un peu une évidence, c'est-à-dire que les principaux réseaux sociaux, ceux qui sont le plus utilisés, c'est soit des compagnies privées qui en ont rien à cirer du droit international, soit des compagnies privées avec le soutien d'États derrière, et qui ne sont pas les États les plus démocratiques du monde. Donc évidemment qu'il y a à cet endroit-là, il y a des énormes enjeux de pouvoir, et que ces gens ne sont pas nos camarades. Ça, je pense que c'est assez évident. Après, c'est des... je ne sais pas comment dire, c'est un endroit où il y a tout sur les réseaux sociaux. Le truc, c'est que les structures de pouvoir ne sont pas contrôlées par les utilisatrices et que c'est les utilisatrices qui font la valeur de ces endroits-là. Et ça, c'est un peu ce qui est devenu Internet
en règle générale, en fait, c'est un accaparement des énergies et de la capacité créatrice et de la volonté de communiquer et de la volonté de faire lien et des sociabilités par des sociétés privées qui laissent le champ libre. Enfin, on a des exemples c'est très documenté, c'est très visible sur des gens qui font des carrières professionnelles parce que c'est des supports, en fait, toutes les youtubeuses et tous les youtubeurs et qui sont entre les mains, en réalité, qui font à la fois la valeur et c'est leur endroit de travail, mais qui sont entre les mains des algorithmes qui sont toujours en réalité des outils qui sont manipulés par des gens, en fait, et qui répondent aux désirs des gens. Et les désirs de ces gens sont assez transparents, en fait, c'est faire le maximum de thunes. Donc je pense que sur les enjeux politiques, c'est relativement ça, et éventuellement, comme on a vu avec Cambridge Analytica ou des cas particuliers, c'est d'être tellement en capacité d'avoir du pouvoir qu'on peut, modifier les pouvoirs politiques, on peut modifier d'autres choses. Je voudrais juste faire encore un petit mot, parce que parmi ce qu'on considère comme les briques maintenant indispensables d'Internet, il n'y a que des sociétés privées et Wikipédia. Et Wikipédia, c'est un espèce d'accident incroyable que tout le monde considère maintenant que c'est une référence pour la connaissance et aussi pour accéder à des informations. Et le modèle, c'est un modèle qui correspond à ce qu'a pu être à un moment Internet ou un désir d'Internet, qui était que tous les gens qui sont compétents et qui sont volontaires pour participer à cette entreprise y participent. Et c'est financé avec des dons. Et donc il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'on peut regarder Internet comme une espèce d'énorme catastrophe de la prédation du capitalisme sur nos désirs. Et en même temps, c'est pas que ça, en fait. Et qu'il y a, même à l'intérieur des réseaux sociaux propriétaires, il y a des espaces tout le temps de liberté qui se recréent. Et puis après, à côté, il y a... Enfin, je sais pas comment dire, ça tient qu'à nous, en fait, de faire les choses autrement, je pense. Et puis on voit, je sais pas comment dire, je sais pas quel est le pourcentage d'usagers de Twitter qui ont abonné Twitter, mais c'est assez évident aussi qu'il y a un truc que quand la structure dans laquelle on s'inscrit devient insupportable, on peut aussi déserter, parce que c'est une des rares libertés que nous laisse le capitalisme, c'est de pas participer à certains endroits. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Bien sûr. Juste pour rebondir là-dessus, c'est vrai que, comme tu l'as dit aussi, la plupart des réseaux sociaux, les plus populaires en ce moment, ont été créés à petite échelle à l'origine et n'étaient pas là pour diffuser de l'information mondiale, étaient pour donner des codes de popularité ou garder le contact sur un même campus. Alors, c'est des échelles très différentes et ils ont beau avoir un code d'usager, c'est des codes qui sont pas nécessairement... je veux dire, les dirigeants, les têtes dirigeantes n'ont pas nécessairement de formation en éthique ou quoi que ce soit. C'est un petit peu au cas par cas que ça s'est établi. Et parfois, on semble aussi confondre la censure et l'atteinte, le fait d'empêcher l'atteinte aux personnes. Je donne on va par exemple censurer une femme qui allaite, mais on va très bien vivre avec l'idée qu'une femme se fasse injurier, traiter tous les noms sur les réseaux sociaux. Ça va, mais si on met une pointe de mamelon, là, c'est la catastrophe, on risque de perdre son compte. Alors, c'est vraiment des outils qui ne sont pas, qui sont adaptés pour un certain usage et qui sont utilisés pour un tout autre usage et qui n'ont pas su, justement, se modeler, puis ça vient peut-être du fait aussi que c'est des entreprises privées qui sont là pour faire de l'argent avant tout, mais aussi parce que je pense que c'est des gens qui n'étaient pas au départ, qui n'avaient pas l'intention de créer ce type de réseau-là et qui ont juste profité de la belle occasion pour s'enrichir. Et il y a eu des tentatives régulièrement, surtout récemment avec Twitter, les gens qui fuyaient Twitter, il y a eu des tentatives pour relancer d'autres types de réseaux, mais bon, il y en a eu tout plein pendant un certain temps. Les gens sont allés s'inscrire, mais bon, les grands réseaux sont déjà bien installés. Je pense que Twitter est en train de péricliter pour vrai, mais les autres, quand même, peinent à s'installer. Si on prend l'angle maintenant de la ou des victimes de la désinformation, mais surtout de la haine, on peut se placer sur le plan collectif, c'est-à-dire qu'est-ce que ça a comme effet sur notre tissu social, sur notre groupe humain, et puis évidemment, individuellement, une personne, que ce soit dans un collège ou un lycée, dans l'entreprise, ou alors une personnalité publique dans son métier qui se retrouverait confrontée
à des messages de haine et oui, enfin, surtout des messages de haine. La question que je me pose, c'est côté victime. Alors d'abord, est-ce que l'un d'entre vous n'ont pas, je l'espère, Dieu ne plaise, vécu ça personnellement, mais aurait eu connaissance d'un cas qui l'aurait vraiment choqué ou voilà, et qui l'aurait révolté? Et deux, commençons peut-être par le collectif. Qu'est-ce que ça fait, d'après vous, sur nous, au niveau sociétal? Est-ce que nous ne sommes pas tous un peu victimes de ces pratiques, même si on n'est pas visé nommément? Non, ça m'est jamais arrivé. Oui, bien sûr, on est mal à l'aise. Enfin, on peut pas. On n'a plus foi en l'humanité quand on voit certains commentaires. C'est certain. C'est désolant. Enfin, après, je pense à des victimes, des journalistes, de femmes qui ont été soumises à ce genre de choses. Après, il faut avoir le courage. Il faut déjà être bien dans sa peau pour pouvoir se défendre. Je pense à Dame, je ne sais plus son nom, qui avait eu enfin, c'est une journaliste sur France 5. Enfin, j'ai plus son nom. Donc, elle en a parlé beaucoup. Donc il faut inverser la haine, quoi. Il faut vraiment se défendre. Je pense que là aussi, la police, les autorités doivent intervenir systématiquement. Voilà, Léo? Non, j'ai pas été harcelé en ligne. Ouf. Je réserve mon temps de parole. Sylvie? Non, heureusement, ça ne m'est pas arrivé, mais je vois des cas, puis c'est vrai que c'est souvent des femmes. Hein, au Québec, il y a une écrivaine féministe, Martine Delvaux, qui se fait injurier, mais vraiment ramasser chaque fois. Ce n'est même pas de l'ordre du commentaire. Elle publie un article dans le journal et elle reçoit... Il y a carrément d'autres personnalités qui lancent vraiment leur meute à sa poursuite. C'est vraiment ça. Elle se met à recevoir des messages de gens qui n'ont probablement même pas lu son article, mais qui ont le mot d'ordre d'aller l'attaquer. Et ce ne sont pas des attaques sur les idées, ce sont des attaques sur la personne. Et donc, je vois ça, et puis je trouve ça, ça me désole. C'est souvent des personnes qui sont en situation de moins grand privilège, on peut dire ça comme ça, qui sont le plus attaquées. Et je pense qu'il y a aussi des personnalités publiques que ça sert très bien de lancer des gens comme ça. Ils savent qu'ils ont des fans, on peut dire des fans, et qui vont être prêts. Les fans ont l'impression de défendre leur idole, mais en fait, ils attaquent quelqu'un gratuitement. Léo et Michel, vous disiez tout à l'heure, il faut réagir. Alors, si on est ou si on veut lutter contre ça, on peut en effet, bien sûr, sortir des réseaux. C'est quand même, malheureusement, aujourd'hui, pas toujours si facile que ça. Il y a une vraie vie dans les réseaux dont on peut avoir du mal à l'abandonner. On peut effectivement demander une réaction de l'État, mais qu'est-ce que vous voyez qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui est victime à titre personnel de ce cyberharcèlement? Qu'est-ce que vous verriez comme façon de réagir? Est-ce qu'il faut répondre? Est-ce qu'il faut au contraire fuir? Fight or flight? C'est compliqué. Pour une personnalité publique, c'est plus facile de laisser ça sur la place publique, de dévoiler ça sur la place publique. Une jeune fille dans un lycée qui est soumise à ça, c'est pas évident, hein, c'est certain. Là, j'ai pas de réponse. Effectivement, de lui dire de partir, de laisser couper les liens pendant quelques mois, mais c'est la victime là qui se retrouve encore punie, quoi. Ouais, Et oui, c'est ça le problème, c'est que c'est une double punition. C'est cet anonymat. Alors bon, je connais pas les arcanes de ces réseaux, mais pourquoi ces gens-là, donc ces meutes qui se mettent sur la peau de certaines personnalités, pourquoi on peut pas dévoiler l'anonymat? Pourquoi il n'y a pas de recherche plus aboutie? C'est ça que je comprends pas, parce que on devrait pouvoir retrouver la trace. Hein.
Alors, pour un petit témoignage, ma fille, en fait, je m'en souvenais plus. Ma fille s'est fait un petit peu harceler comme ça sur les réseaux sociaux par donc elle avait 15-16 ans, par un jeune homme. Donc elle est allée voir la police. Et la police a quand même retrouvé la trace de ce jeune homme. Donc en fait, c'était un jeune homme qui était un petit peu handicapé. Enfin, il s'était pas rendu compte de la portée de ses actes. Mais donc du coup, on a retrouvé et il a été convoqué avec ses parents et du coup, tout s'est arrêté. Comme quoi, c'est possible. Oui, ça peut marcher, oui. Oui. Léo ? J'ai du mal à séparer le continuum des violences qui se produisent en ligne et des violences qui se produisent dans le monde. Enfin, je pense qu'il y a dans le quotidien, je pense que les harcèlements scolaires en ligne, par exemple, en réalité, ils ont lieu également dans le milieu scolaire. En fait, c'est le prolongement en ligne de ces choses qui se produisent et qui sont effectivement problématiques, mais comme tous les systèmes de violence qui organisent notre société. Après, moi, j'ai un truc un peu de... Je sais pas comment dire, j'ai un truc et de nostalgie et d'espoir sur ce qu'est cet outil qui a été effectivement un très grand impensé de la SF, parce que personne a vu venir ce qu'était Internet, en fait, ce qu'étaient toutes les possibles de ce réseau-là et d'interconnecter la communication et les cultures du monde entier. Et moi, je suis pas du tout sur la ligne qui est la ligne actuelle de notre gouvernement, d'ailleurs, mais qui est aussi la ligne actuelle des réseaux sociaux propriétaires, de faire coller l'identité légale, l'identité administrative avec l'identité en ligne, parce que ça, je pense que c'est ouvrir encore une porte vers des choses extrêmement inquiétantes, en fait, donc je sais pas, en fait, je pense qu'une des raisons qui fait que le harcèlement, que les violences qui sont dans les interactions en chair et en os se poursuivent en ligne, c'est aussi parce que les gens sont il y a un continuum, en fait. Donc il y a un jeu sur qui est l'avatar et quelle personne on est en ligne, mais en même temps il y a aussi vraiment un continuum sur révéler l'intime, être exactement qui on est, et c'est particulièrement vrai chez les personnalités publiques parce que c'est devenu aussi une plateforme de médiatisation indispensable. En fait, on ne peut plus être une personnalité publique sans avoir une identité en ligne qui correspond à la personnalité publique que l'on est. Et donc du coup, ça, je sais pas comment dire, ça autorise ce genre de choses. Après, je pense vraiment que c'est pour moi, c'est toujours des questions de structure et de pouvoir. Et est-ce que je peux détourner la table ronde maintenant ? Bien sûr. C'est maintenant que je détourne la table ronde. Non, en fait, j'étais en train de réfléchir aussi, c'est qu'on est beaucoup en train de dire vraiment ces trucs, ça craint et c'est très dur. Mais en fait, c'est aussi, je sais pas comment dire, les gouvernements totalitaires en crise, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils coupent les réseaux sociaux. Enfin, les réseaux sociaux, ça a été aussi un truc incroyable sur l'organisation de ce qu'on a appelé les printemps arabes. Ça a été un truc incroyable dans les mobilisations des Hongkongaises. Et ça a été, je pense qu'un des trucs les plus importants qui s'est produit sur les réseaux sociaux, c'est quand même MeToo, qui est quelque chose qui a changé. Et dont je pense qu'on ne mesure pas encore les conséquences. C'est un truc en chemin, et ça a été rendu possible. Et c'est pas inscrit dans ce que sont les réseaux sociaux, et c'était pas un désir de ces petites canailles de permettre ça, mais pourtant c'est ça que ça produit aussi. Voilà. Et je pense qu'il y a une grande partie de ces vagues de harcèlement, comment une grande partie, il y a une partie non négligeable de ces vagues de harcèlement en ligne qui sont envers des femmes et qui, à mon avis, sont aussi une conséquence directe, un backlash direct de MeToo, en fait, où les mascus ont décidé qu'ils allaient faire des meutes et qu'ils allaient utiliser cet outil pour, je sais pas comment dire, quoi, pour nuire. Voilà. Sylvie, une réaction ? Je pense aussi qu'il y a un lien, un continuum. Comme moi aussi, je suis d'accord que on se réinvente pas sur les réseaux sociaux. On est peut-être la pire incarnation de soi-même parfois la meilleure, en tout cas, parfois la pire. Mais je pense aussi, puis je repensais aussi à ce que vous disiez. Je pense que tant qu'on va mettre la honte du côté de la victime et non pas du côté du harceleur ou en tout cas des harceleuses, tant qu'on va... ça revient aussi à ce qui se passe dans les écoles. Tant qu'on va changer la victime d'école plutôt que de changer les bourreaux d'école, tant
tant que ça va être bien vu de harceler, tant que et c'est pourquoi je pense que c'est important d'en parler quand ça arrive, parce que justement, ça permet de dire, bon, moi, je me tiens bien droite et oui, je me fais harceler, mais je vais certainement pas le vivre dans la honte en plus. Je vais pas intégrer tout ce qu'on me dit, emporter tout le fardeau. C'est l'autre personne qui a tort. Alors, tant qu'on n'aura pas une culture de cet ordre-là, on va continuer à avoir des harceleurs parce que c'est comme s'il y avait une fierté à harceler. Une fierté, il y a comme une... Je sais pas, comme je disais tout à l'heure, on a l'impression d'appuyer comme ça. Il y a un cas au Québec, je sais pas si vous connaissez la chanteuse Safia Nolin, mais elle a dénoncé dans la série MeToo quelqu'un qui l'avait harcelée et bon, l'autre personne a fini par s'excuser, tout ça, mais l'autre personne n'a jamais dit... Parce que ce qui est arrivé, c'est que toutes les personnes qui étaient les fans de l'autre personne qui avait harcelé la chanteuse, se sont mis à attaquer Safia Nolin en pensant être solidaire de leur idole, vous voyez. Et elle a eu beau s'excuser de ce qu'elle avait fait, cette personne-là, que je nomme pas, parce que bon, elle n'a jamais condamné les attaques envers l'autre, vous voyez. Et je me suis dit que tant que les gens qui expriment quand même de sincères regrets par rapport à des dénonciations, il y en a quand même qui le font et on veut les croire, mais je pense que du même souffle, il et elle devraient aussi dire aux gens, arrêtez d'attaquer ma victime. Arrêtez. Et sinon, il n'y a pas d'excuse. Pour moi, l'excuse n'est pas complète. Merci. Mais du coup, vous me donnez envie de poser la question justement de l'anonymat que finalement vous avez évoqué en filigrane tout le long, tous les trois. Tout à l'heure, Sylvie, tu disais... si le harceleur est confronté, il peut parfois, souvent, finalement, se calmer et changer d'état d'esprit. Parce que, finalement, il a une relation d'un coup directe avec sa victime. Léo, tu disais, l'anonymat, est-ce qu'il faut avoir une personnalité, sa personnalité publique, j'allais dire, et qui recoupe celle que l'on a sur Internet? Peut-être pas forcément. Et pourtant... j'ai envie de poser la question de l'anonymat. Est-ce que si les réseaux sociaux ont du bon, et évidemment, c'est en effet, merci de l'avoir appelé, c'est pas pour rien que les dictatures coupent immédiatement les réseaux sociaux quand elles sont en place, et pourtant, c'est l'anonymat qui favorise cette propagation. Donc, est-ce que le moyen efficace de lutter contre cette propagation ne serait pas de lutter contre l'anonymat? Qu'est-ce que... vous en pensez tous les trois? De toute façon, quand on ouvre un réseau social, enfin quand on ouvre un compte, il y a automatiquement une personne réelle derrière. Après, rien n'empêche une personne réelle d'avoir plusieurs comptes sous des noms différents, mais ça fait toujours appel à la personne qui l'a créé. Donc l'anonymat, il n'existe pas vraiment. Enfin, je sais pas, je pose la question, en fait. Je suis pas spécialiste. Il est décalé, c'est-à-dire que, et encore, ça a dépendu des époques, mais aujourd'hui, en effet, même pour ouvrir un email fantaisiste, il faut souvent donner son numéro de téléphone, etc. Mais ça, la victime directe qui est en lien avec l'harceleur ne la connaît pas. Pour connaître l'identité de la personne, il faut passer par tout un processus, potentiellement porter plainte, etc. Ça devient très lourd. C'est une autre démarche. Si la personne, je dis pas que ça serait bien, je pose vraiment la question sans a priori dans la réponse. Mais si la personne était obligée de se révéler, d'envoyer sa carte d'identité à Facebook pour ouvrir un compte, et que son compte devait porter son nom et son prénom, la propagation de la haine serait forcément moins forte. Maintenant, ça générerait sûrement d'autres problématiques. Ben oui, parce que là, en ce moment, on parle probablement de faux comptes qui attaqueraient de véritables personnes. Parce que, évidemment, si j'ai une fausse personnalité sur Internet et je me fais attaquer, ben j'ai juste à fermer mon compte. C'est pas la personne publique la personne sociale qui est attaquée.
Oui, effectivement, c'est certain que si les gens doivent insulter sous leur vrai nom, peut-être qu'ils vont moins insulter. Ils vont peut-être insulter moins à répétition aussi, parce qu'une fois que le compte est dénoncé comme étant le compte de harceleur, bon, le compte est fermé, c'est tout. Par contre, je pense qu'il y a certaines personnes sur Internet qui seraient en danger si on exigeait constamment que ce soit la véritable personne, des personnes qui ont déjà été victimes. Je pense à des personnes qui fuient des conjoints violents, par exemple. Ben, si on obligeait ces personnes à être toujours sous leur nom public, sous leur nom d'état civil, ben, on les couperait des réseaux sociaux parce qu'il y a des personnes qui ne voudraient absolument pas être sous leur identité publique. Ça les mettrait en danger. Alors, c'est ça, c'est difficile. On veut protéger les victimes, mais de notre côté aussi, on veut protéger les victimes. Oui. Léo? Oui, et puis moi, je sais pas, j'ai pas l'impression que l'anonymat soit la condition de base pour dire de la merde, en fait. Enfin, il y a quand même plein de gens qui assument complètement. Non, mais je sais pas. Le fait de dire c'est l'anonymat qui libère ces trucs-là, je crois vraiment pas. Hein. C'est pas ça qui fait que les gens se sentent autorisés. J'essaye de me souvenir, mais malheureusement, ça m'a échappé parce qu'il s'est quand même passé beaucoup de choses dans cette histoire de gens qui font n'importe quoi sur Internet, mais il y avait eu un cas, je pense que c'est juste avant MeToo, d'un boys club de journalistes qui s'était fait des fausses identités et qui harcelait des journalistes femmes. Ils s'étaient trouvé un nom et ils passaient leur soirée à ça. Et donc, quand ils ont fini par être pris la main dans le sac, ils expliquaient que c'était juste pour se marrer et tout, que c'était vraiment amusant, que c'était une bonne façon de passer le temps. Mais moi, j'ai aucun doute que ces gars-là, enfin, je sais pas, ils se comportaient sur Internet comme ils se comportent dans la vie, en fait. Enfin, je sais pas comment dire. C'est rien que le fait de dire on voit pas où est le mal, je pense que il y a un petit oui, et que après. Moi, en fait, ce que je trouve très compliqué dans cette dialectique, c'est de dire les gens lambda, donc les gens qui n'ont pas de pouvoir et qui n'ont pas le micro, qui ne sont pas sur scène dans la lumière, s'ils sont anonymes, ils vont dire de la merde. Bah, je sais pas, hein, on a quand même un certain nombre d'exemples de gens qui n'ont aucun problème à faire ça. Et fait que c'est pas ça le cœur du problème, c'est pas le fait d'être dissimulé. En fait, l'impunité, le sentiment d'impunité, il repose absolument pas sur l'anonymat. Je pense vraiment pas. Il repose sur la position qu'on occupe dans la société et la sécurité que de toute façon, tout va bien se passer au final, comme dirait quelqu'un. Merci. Question qui peut-être aura une autre coloration dans sa réponse au niveau culturel Canada par rapport à l'Europe. Du coup, qu'est-ce qu'on préconise? On préconiserait pour lutter tout de même contre ces propagations la réponse gouvernementale, un encadrement, des lois, je vais y arriver, plus sévères pour ces entreprises, ou est-ce qu'on doit s'attendre à ce que ce soit les entreprises qui gèrent les réseaux sociaux qui essaient de contrôler quand même ça? Qu'est-ce qu'on en pense au Canada? C'est plutôt gouvernement ou plutôt l'entreprise elle-même qui devrait gérer? Je ne sais pas ce qu'on en pense au Canada. Je ne suis pas le Canada. Mais non, quand même. Mais ce que j'en dirais, moi, en tant que représentante, ben c'est qu'il ne faut pas attendre que les réseaux sociaux, qui sont des entreprises privées, gèrent tout. Déjà, il y a déjà certains mécanismes, de poursuite en diffamation qui existent. Il y a certains, on peut porter plainte pour atteinte à différents droits et tout ça. Mais je pense que il faudrait quand même peut-être légiférer, en particulier sur les réseaux sociaux, et non pas les considérer dans le cadre général de la loi. Et peut-être les prendre au sérieux aussi. Comprendre que il peut y avoir parfois une escalade hors des réseaux sociaux aussi. Il peut y avoir déjà une atteinte à la psychologie de la personne, mais il peut y avoir aussi une escalade
qu'est-ce qui dit que la personne va rester uniquement sur les réseaux sociaux? Parfois, ça arrive aussi qu'il peut y avoir un déplacement, disons. Je regardais récemment, il y a un compte, il y avait un compte sur Internet, quelqu'un qui s'amuse à faire des lettres ouvertes à des personnalités, généralement des femmes, et qui, mais vraiment, tient des propos très, très violents. Et j'ai dénoncé le compte sur Facebook, et on a dit, ben non, ça ne porte pas atteinte, la personne a le droit de s'exprimer. Alors, il faut vraiment qu'il y ait des mécanismes d'encadrement un peu plus sévères. Et il faut surtout que ce soit pris plus au sérieux, en fait. Qu'on se dise pas, c'est seulement des pixels, c'est seulement dans les réseaux, c'est pas la vraie vie. Mais oui, c'est devenu notre vraie vie, en fait. Léo et Michel, vous qui êtes la France, ici, qu'est-ce qu'on attend du gouvernement? Alors, pas forcément du gouvernement, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est vrai qu'il ne faut pas minimiser. Dans les écoles, c'est pareil. C'est devenu aussi grave une atteinte sur les réseaux sociaux qu'une gifle ou n'importe quoi. Et surtout qu'après, ça peut dérailler. Mais en fait, il suffit d'appliquer les lois qui existent. On n'a pas le droit de faire des atteintes racistes ou des atteintes contre les femmes dans la vie réelle. Donc pourquoi on le ferait? Ça serait pareil sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est la même chose. On n'a pas le droit, quoi. Donc, il y a moyen, je vous ai dit, il y a moyen de porter plainte, de retrouver les auteurs à petite échelle. Hein. C'est possible. Donc, dans les écoles, systématiquement. Dans les écoles, on forme un peu soit les enseignants, soit les étudiants, les élèves. Il y a une sensibilisation à ça. Je suis dans un domaine technique, donc c'est vrai que c'est pas, mais pas beaucoup. Très peu. On est très très peu formés. Même pareil, on parle beaucoup de harcèlement scolaire et on est très très peu. Enfin, on n'est pas formés. Moi, ça fait 20 ans que j'enseigne. J'ai eu aucune formation là-dessus. Ça s'improvise pas. Donc oui, non, je pense qu'il y a, c'est pas pris en compte effectivement, parce que les outils qu'on a actuellement, ils pourraient très bien permettre de lutter, hein, simplement, mais petit à petit, à chaque fois, quoi, systématiquement. Bon, ça va peut-être venir, c'est comme MeToo, les choses ont beaucoup évolué. Je pense que là, c'est peut-être le nouveau combat, quoi. Léo ? Je vais te surprendre, mais ni l'un ni l'autre. Donc ni le capitalisme ni l'État. Enfin, je ne crois pas qu'on ait besoin ni de l'un ni de l'autre et que c'est pas ça. Je sais pas. Par exemple, sur la question très, très strictement du réseau social, il existe des réseaux sociaux décentralisés, libres, qui sont maintenus par les gens qui les utilisent, où il n'y a pas de captation de données et pas d'algorithme en fait. Et effectivement, la question de la modération, c'est-à-dire de savoir qui dit quoi et à quel moment on est collectivement dans ces petits espaces, parce que c'est des espèces de bulles reliées les unes aux autres, on n'est plus d'accord en fait avec ce qui se passe. Mais en fait, c'est de la gestion collective. En fait, c'est du micro-politique. C'est la même chose. Je sais pas. C'est la même chose dans une soirée. C'est la même chose. En fait, c'est la même chose dans les relations entre les êtres humains. On est capable, juste collectivement en tant que groupe, de gérer nous-mêmes. On n'a pas besoin qu'il y ait un daron qui vienne nous dire là, ce que tu as dit, ça dépasse les bornes. Parce que, je veux dire, la question de la modération sur Facebook, c'est ce que tu disais. Enfin, je veux dire, on voit un téton, on se fait strike, on dit de la merde pendant des heures, c'est ok. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va décider, ça t'as le droit de le dire, ça t'as pas le droit de le dire. Enfin, je pense qu'on est assez grande et assez grand pour décider collectivement ce qu'on estime ok de se dire. Et si on part en plus de base en se disant, on va essayer d'être cool les uns avec les autres, et si quelqu'un nous dit stop ou je sais pas quoi, on va s'écouter et on va faire. Enfin, moi, j'ai pas l'impression qu'on ait besoin qu'on vienne nous expliquer comment faire. Et typiquement, ces outils-là, y compris les outils propriétaires, ils deviennent intéressants à partir du moment où ça se passe dans ces zones de liberté-là, en fait, où juste on fait les choses. Voilà. Je voudrais rebondir sur la question il existe déjà effectivement un arsenal juridique dédié à la lutte contre, disons, le harcèlement au sens large. Et c'est tout à fait vrai, avec une petite nuance, c'est que en temps normal, si je puis dire, il n'y a pas un tiers qui en plus se fait de l'argent sur cette problématique.
Et le pire de ça, c'est que pourquoi est-ce qu'on ne veut pas mettre un bout de sein sur Facebook, mais qu'on peut déverser des torrents de haine? C'est que le bout de sein a des implications sur les annonceurs et je ne sais quoi, de la Bible Belt ou Dieu sait quoi, qui fait que ça terrorise les détenteurs des réseaux sociaux. Alors que la propagation de haine, manifestement, ça gêne personne et ça fait de l'argent. Donc nos lois ne sont pas forcément extrêmement prête à ça. Et ce tiers qui fait de l'argent, qui n'est pas en soi le coupable, mais qui quand même est celui à qui profite le crime, on ne sait pas bien le gérer. Mais effectivement, l'école devrait probablement, enfin les structures éducatives devraient probablement un peu mieux se préoccuper de la formation à ce titre. Merci beaucoup à vous. Je pense qu'on va prendre des questions dans le public s'il y en a. Et il doit y avoir des micros qui se baladent. Merci beaucoup déjà pour excusez-moi. Merci beaucoup pour votre table ronde qui relève de préoccupations majeures, je pense, depuis l'émergence. Je suis ici. Oh, si il faut. De préoccupations majeures depuis l'émergence des réseaux sociaux. J'ai été particulièrement touché ayant grandi avec les réseaux. Je pense qu'il y a eu coévolution. Et j'ai connu différents stades finalement de programmation. Est-ce que je pourrais me permettre de me rasseoir parce que je suis un peu... Merci beaucoup. Et j'ai noté quelques points. J'ai une idée est survenue dans mon esprit au cours justement de cette table ronde. C'est alors attendez que je reprenne mes notes. Voilà. C'est qu'il me semble en tout cas qu'il y a en effet beaucoup de cas d'impunité sur les réseaux sociaux et c'est quelque chose qu'on peut constater encore aujourd'hui malgré les réformes et malgré les algorithmes. Il y a beaucoup de trous et beaucoup d'incompréhension finalement quant aux choix qui sont faits. Mais moi, il y a quelque chose qui me frappe quand même, c'est qu'il me semble qu'on a confisqué un certain pan de notre expression parce qu'on parle beaucoup de Facebook, mais il y a d'autres réseaux sociaux du type YouTube notamment, qui fait partie de ce groupe des GAFAM, c'est racheté par Google. Et on nous a confisqué un outil, il me semble, qui est celui du dislike finalement, et qui a été enlevé, je pense, parce que c'est considéré comme un symbole haineux, mais c'est aussi un moyen d'exprimer, de communication. Et comme vous l'avez précisément dit, je pense qu'on fait micro-société et qu'on est tous plus ou moins responsables. Et que pour le moment, la seule chose qu'on peut faire, c'est soit signaler, mais les signalements sont quand même peu souvent tenus pour légitimes, pour tout un tas de raisons. Alors que le dislike est un moyen d'expression finalement assez clair, c'est-à-dire que statistiquement parlant, on peut voir finalement si un contenu plaît ou pas, mais pas forcément plaît, mais si aussi idéologiquement il peut être admis. Et forcément, c'est versatile dans le sens où on donne la parole aussi à des personnes qui certes vont propager la haine, mais on donne aussi la parole à des personnes qui pensent que pertinemment, c'est pas intéressant d'avoir des contenus masculins, incel, qui dénigrent les femmes dans des fils d'actualité qui sont libres, à la vue de tous finalement. Voilà, c'est tout ce que je pensais. Merci. Une autre question, intervention. Bonjour. Bonjour. J'ai pas mal justement regardé récemment assez intéressée par ce sujet du harcèlement, que ce soit scolaire ou en ligne. Et c'est une impression que j'ai et je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression récemment que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de suicides qui ont été justement affichés sur les réseaux sociaux par les parents, par les amis, les proches, par les victimes elles-mêmes, que bizarrement c'est maintenant qu'on a l'impression que le gouvernement commence à bouger ses fesses? Que j'ai l'impression que c'est parce qu'il y a eu des drames que, enfin, grâce aux réseaux sociaux, ils ont commencé à être diffusés, que le harcèlement a commencé à être peut-être pris un peu plus sérieusement en compte,
là où avant c'était pas forcément le cas. J'ai toujours eu l'impression un peu cette espèce d'impunité quand on en parle aux profs, de dire mais non, mais c'est rien en fait, c'est pas grand chose, ou ben, en fait c'est pas très important, ou alors il suffit de changer d'école, que c'est toujours la victime qui a dû se taire, qui a dû partir, mais que là où ça commence à devenir grave et qu'on commence à prendre les écoles ou les choses comme ça en main, que là bizarrement ça commence à bouger. Est-ce qu'il faudra que ce soit toujours les drames qui vont faire bouger les choses, ou je sais pas si c'est vraiment une question, mais Une réaction? Oui, en tant qu'enseignante, je peux que répondre, bien sûr. Vous avez parfaitement raison. Le harcèlement, c'est très difficile à prendre en compte. Généralement, alors, je parle de ma petite chapelle, ça se passe peut-être pas comme ça dans tous les lycées, mais les professeurs sont très seuls par rapport à tous les problèmes qui peuvent exister. Et traiter le harcèlement seul, c'est pas évident. Il faut que ce soit toute l'institution et pas qu'eux qui le prennent en compte. Et voilà, ben oui, vous avez tout à fait raison, mais c'est malheureux. Enfin, c'est plus que malheureux qu'il faut que ce soit des suicides qui les alertent. J'approuve tout à fait. Qu'est-ce qu'il faudrait, du coup, pour vous, pour que ça fasse quelque chose au niveau des écoles ou même ailleurs, en fait? C'est quoi? Il faut que ce soit la direction qui fasse quelque chose? Est-ce qu'il faut que vous soyez formés pour pouvoir voir ça? Est-ce que... C'est un très gros débat. On ne va pas rentrer là-dedans. D'accord. Le débat de changer l'école. Non, mais il faudrait que socialement, on reconnaisse les violences. C'est vrai que c'est vrai à l'école, c'est vrai aussi pour les violences domestiques. C'est vrai, il faut pas minimiser, il faut pas dire ah non, ben cette personne-là a du caractère ou elle a ses opinions. Non, c'est violent. Et cette violence-là peut croître si on ne l'arrête pas. Et donc, il faut effectivement la prendre à la source plutôt que d'attendre qu'il y ait des tragédies. C'est sûr que pour le gouvernement, c'est toujours payant politiquement de dire « Ah oui, nous allons réagir parce que là, il y a eu une tragédie. » Ils ont l'écoute, puis ils ont surtout les votes potentiels de la population, mais c'est sûr que c'est peut-être moins attirant pour des gouvernements d'intervenir quand il n'y a rien qui se passe. Les gens ont l'impression qu'ils votent encore une loi inutile, mais sauf c'est vraiment mieux de prévenir effectivement que de guérir. Dans ce cas-là, c'est même pas guérir, là, oui. Merci. Une autre question? Oui, bonjour et merci. Ma question est assez simple. Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard pour lutter contre ces entreprises États, Twitter, YouTube, Twitch, qui ont déjà trop de pouvoir par rapport à ce que les États pourraient proposer ou intervenir? Je sais pas, moi, ça dépasse. Enfin, pour moi, ça dépasse vraiment le cadre des réseaux sociaux. En fait, c'est la question du capitalisme. Et c'est toujours un peu compliqué d'être plus capable d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Je pense que ça va, quoi. On a les outils intellectuels pour le faire. Et après, il y a je sais pas comment dire, une des rares portes de sortie que nous laisse ce système hégémonique, c'est on peut pas ne pas y participer, mais par contre, on peut choisir où on n'y participe pas. Et donc, moi, j'ai trouvé ma réponse, en tout cas sur cette question-là, sur les réseaux sociaux. Je voulais juste rebondir sur les deux questions d'avant. J'ai le droit? Mais je vais faire très très court. Bien sûr. Non, un truc qui me frappe quand même sur ces histoires de harcèlement scolaire, c'est que c'est aussi l'âge de la construction sociale. En fait, c'est l'âge où on acquiert dans la violence souvent les règles du jeu. Je veux dire, on est des enfants, mais on arrive dans la société des adultes. Et il y a quand même beaucoup de transmission par les pairs et de transmission par la violence, en fait, de savoir quelle va être ta place dans la société. Et j'ai l'impression quand même que la solution, j'en sais rien, mais ce vers quoi il faudrait tendre, c'est, je sais pas, peut-être aussi donner un exemple moins pourri aux gamins de comment le monde s'organise, en fait. C'est que si ils voient que c'est ça le monde des adultes et que ça nécessite d'être bien positionné et que c'est une compétition et qu'il y a de la violence et que certaines personnes ont le droit de faire des trucs que d'autres n'ont pas le droit de faire, etc. C'est pas non plus, c'est pas très étonnant que ça se produise là, en fait, et qu'après venir pousser des cris d'orfraie en disant c'est très choquant, ces enfants se suicident. C'est vrai, c'est très choquant, en fait, c'est absolument choquant, mais c'est un symptôme de quelque chose qui est très choquant en réalité. Donc ça donne aussi à voir ce truc-là et peut-être ça nous permet de voir les choses et d'essayer d'agir dessus. Et un dernier truc sur les dislikes, parce que j'ai trouvé que c'était vachement intéressant comme point, et c'est vrai que c'est un truc qui a disparu, qu'on n'a plus que des options pour trouver que c'est cool de différentes manières, ou à peu près, quoi.
Mais ça, c'est aussi un truc qui est vraiment structurellement problématique dans les réseaux sociaux. C'est aussi la ludification de la vie sociale, en fait, et la comptabilité de la vie sociale. Et dire j'ai tant de followers et j'ai eu tant de likes sur ce post. Et toutes ces informations chiffrées, qui est quand même un peu le fond de commerce et le délire de ces entreprises du numérique, c'est aussi un truc... Enfin, moi, je trouve ça très problématique qu'on ne puisse pas ne pas l'intégrer, en fait. On ne peut pas ne pas le voir. On ne peut pas ne pas dire là, j'ai dit quelque chose et les gens ont aimé 60, puis là, j'ai dit quelque chose et les gens, ils ont aimé 23. Alors, sans doute que là, c'était plus intéressant que ce que j'ai dit là, alors que ça n'a aucune valeur. Donc, moi, je serais assez pour supprimer tous les boutons. Mais je suis assez pour supprimer pas mal de trucs. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Est-ce que je peux... Mais bien sûr. Bien sûr, au contraire. Ben, je pense aussi que l'exemple actuel de Twitter, j'espère, montre quand même que quand on va trop loin, on finit par perdre des usagers, des usagères. Sauf que ça montre il faut vraiment aller très loin dans l'abjection de la gestion. Et là, soudain, Twitter X est en train de perdre sa masse d'abonnés. Mais donc, ça veut dire qu'on a quand même, mais en même temps, je ne sais pas si ça va faire réagir Elon Musk. Peut-être qu'il va réagir quand il n'y aura plus rien du tout. Mais on aurait un certain pouvoir, effectivement. On peut se retirer des réseaux. Mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment... Je sais qu'il y a des gens qui vivent coupés des réseaux sociaux. Personnellement, j'aurais du mal à vivre complètement coupé des réseaux sociaux. Mais on peut retirer une partie de sa participation, mais il faut que ce soit un mouvement de masse. Et je pense qu'on a un seuil de tolérance de plus en plus élevé à l'abjection des réseaux sociaux. Et c'est peut-être ça le risque aussi. Merci. Une autre question? Oui, bonjour. Pardon. Je suis ici. Je suis désolée, ça va être une intervention peut-être un peu à contre-courant, donc si je suis victime d'harcèlement en sortant de la salle, désolée. Je voudrais juste revenir sur deux choses. Le principe de mettre, j'ai l'impression, la totale responsabilité du harcèlement scolaire sur les professeurs et le corps professoral, c'est terrible. En fait, les professeurs sont là pour éduquer et ils sont là pour apprendre des choses aux élèves. Donc, partons du principe que la justice est là pour les défendre et responsabilisons à nouveau la justice. Il y a des témoignages disponibles sur Brut de personnes victimes de harcèlement qui n'ont pas été écoutées par la justice et qu'on pointe encore du doigt les professeurs là-dessus. C'est vraiment terrible. D'autant plus qu'il y a quand même des programmes qui sont mis en place dans l'éducation nationale pour les aider, mais qui ne sont pas aboutis et qui sont difficiles à mettre en place faute de temps, faute de moyens et faute en fait de choses que le ministère ne donne pas au corps professoral pour lutter. Donc j'aimerais bien que la responsabilité soit mise sur les bonnes épaules plutôt qu'encore une fois mettre sous terre une population qui est déjà à moitié enterrée et qui a du mal à s'en sortir. Et deuxième chose, pareil pour les fans de science-fiction, je suis désolée si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais pour moi, les réseaux sociaux sont apparus dans les années 50 avec Fahrenheit 451, principe de l'écran, sociabilité à distance, pouvoir passer du temps en famille, avec certains regards très péjoratifs sur les réseaux sociaux, mais moi, en tout cas, ça m'avait beaucoup inspiré. Merci. Merci beaucoup. Une autre question, intervention? Oui, bonsoir. Bonsoir. Ma question, c'était est-ce que vous avez eu une ou des idées sur l'évolution des réseaux sociaux dans le futur? Je sais pas si... Alors, c'est pas une idée, hein. Et on va pas trop la déplier parce qu'on va pas donner trop d'idées, mais je pense que c'est des trucs qui sont en tête. Non, moi, les trucs qui me fichent vraiment les jetons, et c'est aussi pour ça, ces trucs d'anonymat, ce serait bien que ce soit une question qui soit pas uniquement entre les mains des autres. C'est l'évolution des réseaux sociaux, enfin l'usage très directement politique en fait des données personnelles, donc de pouvoir mettre directement à la colle une personne avec ce qu'il dit et ce qu'il fait et de mesurer, parce que ça c'est ce qui est en place en Chine, et ça je pense que c'est une des pistes, et je pense que c'est une petite idée qui tourne dans la tête des gens, et je suis pas sûr que ce soit la bonne piste.
Mais en fait, ouais, bref. Moi, il y a un truc qui m'émerveille, mais qui m'émerveille dans le sens négatif, et je sais pas du tout comment ça se passe, mais je pense que c'est un mode de fonctionnement du capitalisme en général, c'est que ces réseaux, ces plateformes hégémoniques, il y a ce truc-là aussi, c'est qu'on sait que c'est pas bien, et on y va quand même. Et il y a un truc que j'arrive pas à comprendre en fait dans cette tension qu'on a collectivement avec les technologies, de dire qu'on va juste éteindre cette partie-là de notre conscience, de se dire là on est en train vraiment de faire de la merde parce qu'on est en train de donner toutes nos datas, on est en train de filer tout à Google, et on le sait et on le fait quand même, et ça ouais. Donc ça répond pas à la question, pardon. Si vous voulez une idée de science-fiction qui vaut ce qu'elle vaut, mais on peut imaginer que les réseaux sociaux vont finir par se détacher de nous et constituer un sous-groupe de gens qui auront envie de dialoguer entre eux, une forme de pays, j'aime pas trop le mot virtuel, mais enfin pays numérique, avec une identité propre et des codifications propres, et qui se superposera aux entités étatiques et géopolitiques actuelles. Voilà. Bon, c'est une idée comme une autre, mais je pense que c'est pas impossible qu'on aille vers ça. Peut-être une toute dernière question. Oui. Parce qu'on a 1 minute. Oui, bonjour, ici. Moi, je voulais juste rebondir de façon peut-être un peu pessimiste à la réflexion optimiste que monsieur a eu tout à l'heure sur les réseaux sociaux par rapport au printemps arabe, par exemple. Personnellement, j'avais porté beaucoup d'espoir aussi sur ce que pouvait être l'outil réseau social en cas de révolution. Et avec du recul maintenant, est-ce que les situations politiques sont meilleures en Égypte, au Liban? Est-ce que les Hongkongais sont plus libres? Et avec du recul, après quelques années de MeToo, est-ce que la situation des femmes s'est vraiment améliorée? Est-ce qu'elles sont moins agressées? Est-ce qu'elles peuvent porter plainte plus facilement? Au final, je ne suis pas très sûr. Alors, c'est peut-être très pessimiste, mais est-ce que ça a vraiment été si utile que ça? C'est juste une réflexion. Est-ce que je suis trop pessimiste? Je ne sais pas. Une réaction de votre côté? Écoutez... Désolé. Mais, non, je sais pas. Je crois que le fait que le monde change lentement, c'est pas la faute aux réseaux sociaux. Enfin, je sais pas comment dire. C'est effectivement ça. On est en train de perdre, mais la façon dont on perd a de l'importance, et donc il faut y aller. En fait, je sais pas comment dire. Et les printemps arabes, ça a été les printemps arabes. MeToo, c'est MeToo. La résistance des frontliners hongkongais, ça a été une résistance. Je veux dire, c'est pas parce que il y a des backlash et que les choses avancent pas comme on voudrait et que les espoirs aboutissent pas tous, que c'est pas des espoirs quand même, en fait. Et non, il faut y aller, quoi. Ben, c'est sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Ben c'est sûr que si on commence par changer les réseaux sociaux, on s'y prend mal. Hein? C'est un changement cosmétique ou prosthétique. Là. Tant qu'on ne change pas le sujet même c'est nous. Alors, je pense qu'il y a un travail à faire sur les doigts qui manipulent les réseaux sociaux, ou bientôt peut-être avec Meta, simplement notre identité virtuelle. Donc, l'outil n'est pas le problème, c'est rarement le problème. On est en train de perdre, mais la façon de perdre est importante. Sur cette belle phrase, on termine cette table ronde et je vous remercie. Merci à nos invités.